Alors aujourd'hui, c'est jeudi, et comme chaque jeudi, c'est le jour de ma thèse en synthèse. Ma thèse en synthèse, c'est quoi? Si vous n'êtes jamais venu, eh bien c'est une initiative lancée par le Discord du Vortex, où nos amis thésards viennent présenter leurs travaux à notre petite tribu de fans de science. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir André. Comment vas-tu? Bah super, super, et toi? Ah bah ça va très très bien. Donc ce soir, Rilmiop nous prêtera sa voix suave pour vous présenter le sujet et le thésard de ce soir. Je t'en prie, tu as la parole. Eh ben, merci, merci. Donc, je vais commencer par vous présenter donc André. Donc, toi, tu es en première année de thèse, hein. Tu l'as débuté en octobre dernier dans le laboratoire de recherche FEMTO-ST à Besançon, dans plus précisément le département AS2M, donc pour automatique et système micro-mécatronique. Tu as organisé, ça c'est beaucoup plus important, le Pint of Science de Besançon, alors que c'est une forme de thèse en synthèse, mais dans la vraie vie et dans un bar avec une bière. Et ça fait super plaisir, j'adore cette idée. Donc je vous conseille à tous ce soir, eh bien, si vous le pouvez, hein, prenez-vous aussi une petite bière et regardez la thèse de André, c'est sûrement le plus sympa à faire. Donc voilà, maintenant ça fait donc quelques dizaines d'années, hein, que l'on entend beaucoup parler de micro-robotique, comme en médecine ou dans l'industrie en général. Aujourd'hui, nous pouvons fabriquer des micro-robots de quelques micromètres à peine. Se pose alors la question de leur contrôle. Comment savoir que le robot est bien à la bonne position? Pourtant, il est impossible d'imaginer de mettre un GPS sur un si petit robot. Une autre solution est donc de déporter la mesure en utilisant une caméra. Et c'est ça que tu vas nous présenter ce soir, comment utiliser une caméra pour mesurer des déplacements nanométriques. Oui, tout à fait, je vais essayer de vous présenter un petit peu ce que je fais. Bon, alors déjà, je tiens à vous remercier pour déjà l'organisation et puis d'être aussi nombreux. Et je vais essayer d'être assez précis, de vous expliquer assez clairement ce que je fais. J'espère que vous comprendrez. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin. J'essaierai d'y répondre dans la limite de mes compétences. Ok, bon, bah, du coup, on va attaquer doucement. Donc, comme l'a si bien dit Réal Miop, je vais vous présenter un petit peu comment on peut nano-positionner des micro-robots en utilisant la vision par ordinateur, donc en utilisant une caméra. Alors pour ça, je vais déjà commencer par vous recontextualiser un petit peu tout ça, parce qu'il y a pas mal de mots un peu compliqués peut-être. Déjà, le nano-positionnement, c'est quoi? Dedans, il y a nano, nanomètre. Un nanomètre, c'est pas forcément facile à se représenter, donc je vais essayer de vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un nanomètre et pourquoi c'est très petit et très difficile aussi à mesurer. Donc là, j'ai fait une petite échelle où on voit, comme ce qu'on peut apprendre au collège en fait, l'échelle en mètres avec les différentes puissances. Donc on a déjà l'échelle du mètre, ensuite le millimètre, le micromètre, le nanomètre, le picomètre, etc. Comme on connaît et qu'on a l'habitude de voir. Et qu'est-ce qu'on a comme outil de mesure pour chaque échelle? On a par exemple, pour mesurer le centimètre et le millimètre, on a les gros rubans de chantier qui permettent d'être précis sur 50 mètres à 1 centimètre, un truc comme ça, ou 5 centimètres. On a aussi nos règles graduées, celles qu'on utilise au collège, etc. Ça, le grand classique. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut utiliser des pieds à coulisses avec un système de vernier qui permet d'approcher le dixième de millimètre. Et après, ça devient un peu compliqué. On est obligé d'utiliser des systèmes électroniques, donc comme les capteurs capacitifs ou encore les capteurs à triangulation laser. Mais avec ça, on a juste un micromètre. Et nous, on veut pas un micromètre, on veut être un peu plus loin, quoi. On veut aller au nanomètre. Alors pour mesurer le nanomètre, il y a un système qui existe, qui marche vachement bien, c'est le Michelson, l'interférométrie, où on mesure en fait une différence sur la longueur d'onde de la lumière. Comme ça, on peut approcher le nanomètre. C'est une technique qui a fait ses preuves. C'est notamment grâce à ça qu'on a découvert les ondes gravitationnelles. Bon, c'est une autre échelle, mais pour dire que ça a bien fait ses preuves et que ça marche encore aujourd'hui de nos jours. Et nous, notre but dans cette thèse, c'est d'aller un peu en dessous du nanomètre. C'est d'aller titiller le picomètre, mais au moins d'affirmer le nanomètre. Ok, donc ça c'est pour vous brosser un petit peu l'étendue de mesure. Ensuite, on a les micro-robots. Alors un micro-robot, c'est pas forcément quelque chose qui est micrométrique. Ça peut être en effet étudier des robots qui sont de très petites dimensions, mais ça peut être aussi étudier des robots qui sont un peu plus gros, qui font quelque chose comme 1 cm, 2 cm, mais qui, eux, ont des déplacements, des mouvements qui sont micrométriques, voire nanométriques. Et nous, on se place plutôt dans le second cas,
puisque dans l'industrie, en fait, on est assez intéressé pour déplacer des objets qui sont vraiment tout petits, mais avec grâce à des robots un peu plus gros. Et donc on se place un petit peu plus dans ce cas-là. Cependant, ces robots, aussi gros soient-ils, ils font quand même 1 centimètre, c'est pas énorme. Et ce qu'on met dessus, ça fait quelques micromètres. Donc c'est pas facile de les repérer. Donc là, par exemple, je vous montre une pince qui fait une dizaine de micromètres de large. C'est pas énorme. Et je vous présente aussi la prouesse de l'année passée de mon laboratoire, qui a été de fabriquer une micro-maison qui fait 10 micromètres de haut. Alors oui, c'est impressionnant, hein, c'est très beau. Donc ça, c'est pour ce qui est de la robotique. Ok, et maintenant on a l'aspect vision, parce que est-ce que vous voyez placer un GPS, en effet, sur un truc qui fait 10 micromètres? Pas facile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une caméra, en fait, pour filmer les déplacements et positionner ces petits machins. Alors la vision par ordinateur, c'est assez vaste. On peut regrouper, par exemple, simplement l'étude, comme ce qui se fait beaucoup aujourd'hui avec les voitures, de détecter différentes voitures, de détecter les feux rouges, les choses comme ça. Ça, c'est de la vision par ordinateur, parce qu'on utilise un flux vidéo pour faire un traitement d'image derrière et obtenir des informations. Mais du traitement d'image, ça peut être aussi quelque chose de bien plus simple, comme par exemple quand vous êtes sur Instagram et que vous mettez du flou. Alors là, c'est un petit peu plus... c'est un petit peu plus exagéré, quoi. Mais ça, c'est déjà du traitement d'image et un petit peu de la vision par ordinateur. Et ensuite, on a un petit peu le traitement d'image ultime, entre guillemets, où on a une image et on fait des transformations un petit peu plus complexes. Par exemple, ça, c'est la transformée de Fourier de l'image de gauche. Comme ça, on peut se dire, ah, c'est super moche, ça sert à rien. En l'état, ça sert à rien, mais c'est plein d'informations. Et ces informations, on peut les exploiter. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Parce que oui, je vous ai montré que les capteurs physiques, c'était gros, c'était pas facile à mettre sur nos robots. Donc ça, on oublie. Les capteurs optiques, c'est un petit peu mieux. Vous vous rappelez, là, le capteur à triangulation laser, c'était de l'ordre du micromètre, et le Michelson, donc en utilisant l'interférométrie de la lumière, en fait, on obtient quelque chose comme un nanomètre. C'est déjà mieux, mais c'est pas assez, et nous, on va aller vers la vision par ordinateur avec magnifique image. Et donc, ouais, pour résumer, les capteurs qu'on a aujourd'hui dans le marché, ils sont trop encombrants, pas assez résolus, et surtout, on peut mesurer qu'un seul axe à la fois. Parce que vous voyez bien, la lumière, on peut l'envoyer que sur un seul axe, et c'est compliqué. Alors que la vision par ordinateur, elle est multi-axe, parce que quand on prend une image, on la voit dans le plan. Donc déjà, on a 3 axes qui sont assurés. On a un axe de rotation, en fait, comme quand on fait tourner notre image sur Photoshop ou n'importe quoi. Et on a nos 2 axes de translation. Donc déjà, ça fait 3 axes. Intéressant. C'est aussi stable, parce que on utilise quelque chose qui est en dehors du système. Et la lumière, c'est quelque chose qui est assez stable, les caméras sont stables, on est bien. Le capteur n'est pas sur le système, comme ça nous permet d'être en dehors et de ne pas influencer le système, et d'éviter tout contact physique avec notre robot. C'est pour ça que c'est très intéressant. Alors, après cette brève introduction, je vais vous présenter un petit peu plus précisément la vision par ordinateur, avec un petit schéma qui n'est pas de moi, évidemment. Donc à gauche, on peut voir comment fonctionne en fait la vision par ordinateur entre l'illumination, donc l'éclairage du système, avec qui va du coup envoyer un flux lumineux qui va être capté par la caméra. On peut récupérer donc les images de notre robot et les traiter ensuite via ordinateur pour ensuite faire de l'asservissement par exemple et repositionner plus précisément notre robot. Dans notre cas, ça se présente un petit peu plus comme sur la figure de droite, où on a tout un système de microscopie, parce que voir quelque chose qui fait quelques micromètres, c'est pas évident, quoi. Il faut du bon microscope. Et on a sur la partie de gauche tout ce qui sert à actionner en fait le robot, à le positionner, etc. Alors, ma thèse, elle part pas de nulle part. Il y a déjà pas mal de travaux qui ont été faits. Comme je vous présente là sur ces 4 différentes images, un petit peu d'état de l'art, ça ne fait jamais de mal. Donc on peut voir sur toutes ces images, c'est en fait des petits positionnements de pointe qui servent à manipuler des petits objets. Bon, alors ça peut être des cellules par exemple, si on pense à la biologie et à la médecine. Sauf que
Ces différentes petites pointes, elles font quelques micromètres de large, et là-dessus, on les positionne en regardant où est-ce qu'elles sont, en estimant à peu près leur position, et comme ça, on peut avoir à peu près 1 micromètre de précision. Un micromètre, c'est encore 1000 fois trop gros par rapport à ce qu'on veut mesurer. Mais on a un gros problème en fait avec tout ça. Et le gros problème, c'est quoi? Le gros problème, c'est que quand on prend un flux d'images, notre caméra, elle va discrétiser toute notre information. Et ça va poser un souci parce que si jamais on zoome, on va se retrouver à plus avoir de détails. Et au-delà de ça, même avec un microscope, on va toujours se retrouver bloqué un petit peu par cette discrétisation, par ce côté digital, numérique. D'autant plus que là, comme je l'ai mis, la plupart des capteurs de caméra font 2 micromètres, entre 2 et 5 micromètres de large, et c'est quand même assez gros, quoi. Et donc, comment on va faire pour mesurer quelque chose qui est bien plus petit que le micromètre, 1000 fois plus petit que le micromètre, mais sans être discret? Le contraire de discret, c'est analogique, tout simplement. Numérique, analogique, tout ça, on se rappelle un petit peu. Et donc, c'est le but de ma thèse, faire des mesures sur un principe analogique, mais en utilisant quand même des données qui viennent de la caméra. Donc, le but, ça va être de rendre une image analogique, mais avec quelque chose qui est complètement numérique. Et c'est là un petit peu tout le challenge. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un signal sinusoïdal. Enfin là, il n'est pas sinusoïdal, mais c'est tout comme. Tout ce qu'on veut, c'est un signal qui se répète. Il se répète à l'infini, enfin il se répète sur tout notre motif. Ok. Donc tout ce signal-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'estimer avec une période, une fréquence, etc., tout ce qu'on veut. Et en regardant ça, si on se place à un endroit précis, on peut savoir où est-ce qu'on est sur l'image. Par exemple, si je me place au point de coordonnées 274, je sais que je suis à moins 0,34 micromètres. C'est pas mal ça, moins 0,34 micromètres. On est déjà pas trop mal. Mais le problème, c'est que comment je fais pour être entre 274 et 275? Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux pixels, entre le pixel 274 et le pixel 275? C'est pas facile de savoir. Mais ce qu'on peut voir, c'est que là, on a une droite. Et une droite, ça, on apprécie les droites parce qu'on peut les estimer. On peut faire un modèle et faire tout simplement une droite de régression dessus, de type mx plus p, ax plus b, ça dépend de ce que vous avez appris, ça n'a pas bien d'importance. Et là-dessus, en fait, on va pouvoir se positionner vachement mieux et regarder qu'est-ce qu'il y a entre le 274 et le 275. Alors, cependant, nous, on ne travaille pas sur quelque chose qui est en une dimension, donc qui varie seulement dans un seul sens. On travaille en 2 dimensions, comme on peut le voir sur la grosse image. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas une droite, mais un plan. Et comme ça, grâce à ce plan, on va pouvoir savoir où est-ce qu'on est partout. Si je veux savoir quelle est ma valeur en 300-257, je vais prendre la valeur de mon équation en 300-257, et à ce moment-là, j'aurai la phase précise à cet endroit-là, qui s'affranchit de tout pixel, puisque c'est quelque chose qui, grâce à cette régression linéaire, en fait, on fait un plan des moindres carrés. Ça n'a pas bien d'importance, c'est à peu près pareil. Mais comme ça, on peut savoir où est-ce qu'on est super précisément. Alors maintenant, ça, c'est pas super facile quand même à reproduire comme chose. Là, on peut pas bien le faire pour plein de raisons. C'est pas facile à dessiner, à usiner, etc., à fabriquer comme pattern. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée un pattern un petit peu différent, qui est comme ça. Ça reste quelque chose qui est complètement périodique. Donc comme je vous l'ai présenté juste avant, une fois qu'on a cette redondance, cette périodicité, on va pouvoir faire cette droite, ce plan. Et comment on fait? On fait la transformée de Fourier. Donc c'est ce que je vous ai présenté dans la slide numéro 2 ou 3, quelque chose comme ça. Donc dans cette slide, je vous ai dit, oui, on peut faire des opérations bien plus compliquées sur les images, etc., etc. Et c'est ce qu'on fait. Alors une transformée de Fourier en une dimension, vous en avez peut-être entendu parler déjà, c'est tout simplement, on a un signal sinusoïdal, temporel, et nous, on passe simplement au fréquentiel. Et comme ça, une fois qu'on passe au fréquentiel, on peut isoler cette fréquence. Par exemple, si j'ai une fréquence de 10 pixels, je vais très bien voir où est-ce qu'elle est. En 2 dimensions, ça marche pareil, sauf que c'est sur une image.
Et à ce moment-là, en fait, on peut le voir là sur cette image, on a des espèces de pics qui ressortent, et ces pics, en fait, sont les témoins de notre fréquence, de cette image et de cette période, etc. Et donc, si on les isole, en faisant juste l'opération inverse, on trouve deux choses qui sont complètement similaires, deux figures qui sont complètement similaires à ce que je vous ai présenté sur la slide d'avant. Et une fois qu'on a ça, c'est gagné, on a le plan comme ce que je vous ai présenté avant, et à ce moment-là, on peut se repérer vachement facilement, vachement précisément. Ok, donc ça c'était pour la mesure précise et assez un petit peu technique. Il y a quelques équations, quelques petits concepts, peut-être pas faciles à saisir, mais bon. Alors, pour voir un petit peu ce que ça représente, parce que voir des équations, etc., c'est très bien, mais on peine peut-être un petit peu à se représenter et à palper un petit peu. Donc, je vous ai mis l'image qu'on avait juste avant et le zoom sur cette image à la position centrale. Cette image fait 1024 x 1024, donc en l'occurrence, on se place en 512-512. OK. Je vous ai mis la période de cette image, la période physique, en fait, des petits points. Ils se répètent tous les 9 micromètres. C'est pas énorme, 9 micromètres. Déjà, si on regarde 9 micromètres, si on regarde juste un pixel, ça fait même pas ça fait 1 micromètre, quoi. Donc déjà, on est assez bon là-dessus. Ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on se place au centre de cette espèce de pattern, donc avec notre équation, et on regarde à quelle distance on est du centre de l'image. Voilà, c'est juste ça ce qu'on mesure. C'est tout simplement ça. Sauf que ça, on ne le mesure pas avec des pixels. On le mesure directement avec une information qui vient d'un modèle, donc d'une espèce d'approximation, mais qui est très fine, donc grâce au plan que je vous ai présenté. Et c'est ça ce qu'on mesure. Et grâce à ça, on peut approcher le nanomètre. Voilà. Alors, après, dedans, dans ce titre-là, par exemple, il y a échelle centimétrique. C'est super, là, on peut se repérer sur un nanomètre. Mais un nanomètre sur quelle plage? Parce que si je reviens sur la slide, juste avant, si on regarde, le motif, il se répète tout le temps. Donc, si je me déplace, par exemple, au pixel 280, c'est le même qu'au pixel numéro 270. Ah, c'est gênant, quoi. Parce que si tous les 10 pixels, on se retrouve au même endroit, on ne peut pas mesurer quelque chose sur une grande échelle. On a juste cette échelle de 10 pixels. C'est vachement fatigant. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va créer un code. On va créer un code comme tous les encodeurs le font, etc., juste pour se repérer. C'est une séquence juste de 1 et de 0, et on sait où est-ce qu'on est dans cette séquence. Je vous exprime ça un petit peu mieux avec le schéma de droite, en fait, où on a notre séquence codée. Par exemple, là, j'ai pris 3 bits. Donc, on a 8 possibilités pour ces 3 bits, et on les répète différemment pour avoir toutes les combinaisons possibles. Comme ça, on a 24 positions possibles. On a 24 bits possibles. Et ce qu'on fait juste après, c'est qu'on rajoute des petites fioritures, histoire de toujours avoir quelque chose de très périodique. Parce que si on n'a pas quelque chose de très périodique, à ce moment-là, on n'a pas de plan. Et si on n'a pas de plan, on n'a pas de mesure. Et pas de mesure, pas de mesure. Après, on connaît la suite. Donc, parce que si on voit là, ce que j'ai fait là directement avec nos 3 bits là, misérables, on a quelque chose, mais là où il y a des zéros et qu'on a des points manquants, on n'a plus quelque chose de périodique et on voit plus rien. Donc, on n'a plus de plan. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute des fioritures. Et une fois qu'on a rajouté des fioritures, là, on voit quelque chose qui est vraiment très périodique. Et du coup, suite à ça, on peut faire quelque chose qui fait quelque chose comme 10 cm. En l'occurrence, là, ça fait 10 cm. Et sur ces 10 cm, on peut se repérer avec 1 nanomètre. Et là, c'est gagné. C'est banco, c'est gagné. 1 nanomètre, c'est parfait. Sur 10 cm. On repère où est-ce qu'on est à peu près en regardant sur quelle ligne on est. Et ensuite, on prend notre mesure super fine au nanomètre. Et là, on est tout bon. Et du coup, pour conclure, je vais vous montrer un petit peu ce que ça représente au niveau logiciel. Ah, c'est super beau quand même. On a quelque chose avec plein d'images tout partout. On voit sur la figure du milieu, séquence codée, ce que je vous ai présenté, le petit bout de code que je vous ai présenté. Sur la figure de gauche, le spectre, donc c'est là où on récupère nos fréquences précises. Et après, sur la figure de droite, l'angle, en l'occurrence, de notre petit bout de machin qui tourne, et sa position. Donc là, sa position,
En l'occurrence, le robot, il bouge sur un rayon qui fait quelque chose comme 10 micromètres, et là, on a quelque chose comme 1 nanomètre de précision. Donc là, c'est plutôt gagné. Voilà. Donc ça, c'est pour l'instant ce qu'il en est de ma thèse. Comme l'a dit Réal Miob, j'en suis en première année seulement, donc il me reste encore 2 ans à tirer. Et si j'ai fait, s'il me reste 2 ans, c'est qu'il reste plein de choses à faire. Et ce qui reste à faire, c'est de passer en 6 degrés de liberté. Parce que là, pour l'instant, on est dans le plan. C'est vachement bien d'être dans le plan, mais on n'a on n'a que une rotation et 2 translations. Le but, c'est aussi d'avoir la profondeur, les autres angles, etc. Et donc ça, on verra pour les 2 années qui suivent. Déjà, j'ai fait 1 an, c'est pas mal. Et je vous ai présenté ça, et j'en suis super fier. Et je vous remercie de votre attention. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec plaisir, pour peu que je sache y répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup, André. Eh bien, écoute, tu l'as très bien dit, on va sûrement passer directement en salle d'attente avec, je vous rappelle, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés en cours de route, de bien vous muter quand vous arrivez en salle d'attente, sauf si vous avez une question, et puis je vous passerai la parole chacun pour que vous puissiez tous poser vos questions à André. Merci beaucoup, on se déplace et on répond aux questions. Est-ce que tout le monde est bien là? On est reparti. Il y a des clap-clap dans le chat. Et si quelqu'un... vous pouvez vous démuter si vous voulez poser des questions. Pas de souci. Ou personne n'a de questions. Et puis ce sera ma thèse en synthèse extrêmement court. Ou peut-être que j'inaugure. C'était très intéressant, André. Mais honnêtement, je n'ai pas tout compris sur... Qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est-à-dire que sans ordinateur pour comprendre et interpréter l'image, tu ne vois rien? Est-ce qu'on peut reconstituer quelque chose de visible pour nous à la fin? C'est exactement ça, et c'est tout le principe en fait de la vision par ordinateur. C'est-à-dire que si tu regardes en brut ton fichier, pas ton fichier, si tu regardes en brut ton système, tu vas rien comprendre, tu vas rien voir. Et par contre, c'est en traitant en fait donc l'image de ce système, ce qu'on en a de ce système, qu'on peut comprendre, qu'on peut positionner. Mais toi, si tu regardes le truc, tu vas rien piger. C'est toi ou moi ou n'importe qui en fait. Et c'est pas fait pour, c'est juste que c'est comme ça. On se base sur le traitement d'image pour obtenir la position. Mais sans le traitement d'image, c'est impossible d'imaginer un positionnement. D'accord, et c'est ça donc... Mais toi, tu ne travailles pas sur la partie de reconstitution justement d'une image? Je travaille sur tout en fait. Je travaille sur tout, donc de la fabrication de cette espèce d'image à la récupération de cette image et au traitement de cette image. Et oui, c'est assez technique en fait, parce que cette image, pour la voir, on prend en fait, on peut faire ça sur un bout de papier, mais en l'occurrence, on fait pas ça sur un bout de papier, on fait ça sur du verre, et on imprime les petits points. On imprime en fait ces petits points-là, on les imprime, et ces petits points-là, ils font 4,5 micromètres de large. Donc déjà, si tu regardes ça, que tu as ça dans la main, tu vas rien voir déjà. Donc faut vraiment avoir un autre système pour pouvoir le traiter et comprendre ce qu'il fait aussi. D'accord, parce qu'en fait, c'est imprimé, c'est pas la forme de ton capteur CCD, j'ai peut-être pas tout saisi en fait. Non, ça c'est quelque chose qu'on imprime. Alors, je vais remonter sur le schéma un petit peu plus loin. Non, oui, celui-là. En fait, tu vois, il y a marqué Periodic Pattern, là. Et donc ça, c'est ce qu'on met sur le robot, en fait, en l'occurrence. Attends, parce que 2 petites secondes, je pense que le truc de... il est pas assez rapide. Hein. En tout cas, on a notre robot, et dessus, on lui colle juste, un petit peu comme on colle un GPS en piaf. Là, le piaf, il va avoir une carcasse sur le dos. Bon, en l'occurrence, c'est le GPS. Mais là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a notre robot, et dessus, on lui met une petite carcasse supplémentaire, où on a ce petit machin qui est tous ces petits points qui sont imprimés. C'est ça ce qu'on fait. Mais après, on filme... Exactement sur le support ou sur le robot, quoi. Oui, alors en l'occurrence, là, pour l'instant, c'est sur un support qui vient se mettre sur le robot, parce que pour l'instant, c'est un petit peu le début de ma thèse aussi, hein, mais à terme, ouais, imprimer ça directement sur le robot, comme ça, on évite de faire plein de pièces, et une fois qu'on est directement sur le robot, bah, on est tout bon, quoi. On a directement
le déplacement du robot et rien d'autre que celui-là. D'accord, merci. Je pense que les autres ont aussi des questions. Horizon, tu avais une question, je t'en J'espère que prie. vous avez plein de questions. J'en avais une, effectivement. Alors déjà, je tiens à te féliciter pour ta thèse et auparavant, ça fait beaucoup de courage parce que elle a l'air ambitieuse et tant mieux quelque part. Moi, ma question, en fait, déjà, je vais rebondir sur la question du déplacement du robot. Déjà, t'attends à avoir un robot qui se déplace à quelle vitesse et ensuite, quel est le temps le temps caractéristique pour détecter pour identifier la position de ton robot. Savoir s'il est possible de suivre son mouvement ou si c'est trop long, justement assez rapide, etc. Ouais, c'est super intéressant comme question. Ça, c'est un peu la question du temps réel, en fait. Ouais, exactement. Ouais, c'est pour ça que je trime en C++, en fait, pour avoir quelque chose qui est le plus optimisé possible et qui est le plus rapide possible. Donc, à l'heure actuelle, bon, une caméra, c'est quelque chose comme 30 images par seconde, 100 images par seconde, on peut aller beaucoup plus haut, etc. Nos robots, eux, ils se déplacent super vite quand même. C'est-à-dire qu'en quelque chose comme, je crois que c'est 10 microsecondes, un truc comme ça, en 10 microsecondes, ils peuvent faire 1 micromètre. On dirait pas comme ça, mais c'est énorme. 1 micromètre, je vous rappelle que c'est 1000 fois ce qu'on veut mesurer. Ouais. Et donc ça, c'est à peu près le temps caractéristique du mouvement des robots. Et moi, pour l'instant, je traite mes images seulement à 200 millisecondes. Donc c'est 10 fois trop lent par rapport aux 30 FPS qu'on veut. Voilà. Et à part en jouant sur le côté, soit la vitesse, ton nombre d'images secondes, ou alors en jouant sur la partie la limite informatique, par exemple du C++, est-ce que tu as d'autres idées en jouant sur la méthode de mesure, déplacement, etc. Je sais pas, est-ce que tu as des idées pour... Ouais, si, il y a pas mal de choses qui se font. Par exemple, bon, alors, je vous ai parlé de cette transformée de Fourier, cette FFT, en 2 dimensions, ça prend plein de temps. Ça bouffe du temps. Et une solution, en fait, c'est pas de la faire sur toute l'image, mais c'est de la faire seulement sur un petit bout. Une fois qu'on voit cette espèce de motif périodique, une fois qu'on voit assez de points, qu'on en voit juste une vingtaine, à ce moment-là, on peut réussir à faire notre plan. Donc une solution, oui, ça peut être de prendre juste un tout petit bout. Et comme ça, on gagne du temps. Alors, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est une idée en effet. Pour se rapprocher du temps réel. Parce que là, pour l'instant, ce que je fais, c'est pas très glorieux, c'est quand je fais une expérience, je lance la caméra qui est synchronisée avec le déplacement du robot. Et comme ça, la caméra, en fait, elle prend toutes les images, et moi, je les post-traite, en fait. Ok. Je les traite pas en temps réel. Et j'ai une autre question, c'est en termes... Alors, je suis désolé, mais là, le problème, c'est que je suis arrivé en cours et donc j'ai loupé très probablement la partie critique qui était au début. Quelles seraient les applications dans lesquelles ça interviendrait? À quel moment est-ce que tu vas vouloir repérer la position de ces robots qui se déplacent quelque part? Alors, une application concrète comme ça, c'est par exemple pardon, je sais pas si vous m'entendez bien, pour faire de la mesure de force. Par exemple, tu veux caractériser quelque chose qui est super petit, une cellule. Une cellule, tu veux savoir comment elle se déforme. À ce moment-là, tu vas appuyer dessus. Et tu vas voir si... Le problème, c'est que si tu appuies trop fort dessus, elle va se casser la cellule. Tu vas la découper, tu vas la déchirer, etc. Donc, une solution, c'est d'appuyer, mais genre un tout petit peu. Et c'est quoi ce tout petit peu? C'est quelques nanomètres. Et à ce moment-là, tu peux remonter à la force qui est exercée sur cette cellule. C'est ce qui est présenté, par exemple, sur cette slide. C'est la slide juste après, en plus, c'est celle que tu as. Non, STP. Voilà. C'est la slide que tu as dû rater, peut-être. Par exemple, pour déplacer ça, c'est des cellules, ce qui déplace tout en haut à gauche. Ou pour celle d'en bas à gauche, c'est pour découper des cellules, justement. Okay. Et tout ça, on veut que ce soit fait de façon très très contrôlée. Et très très contrôlée, ça veut dire le nanomètre. Voilà. Mais du coup, le milieu dans lequel tu vas venir filmer, c'est genre au-dessus justement d'une boîte de pétri, oui, ça peut être au-dessus d'une boîte de pétri. Oui. Donc c'est pas forcément genre je vais te coller la caméra contre la peau pour voir comment des nanorobots se promènent chez toi, dans ton corps. C'est pas du tout ce genre d'application. Non, c'est pas ce genre d'application. C'est plutôt le genre d'application où on chope quelques trucs qu'il y a dans ton vivant, on le met dans une boîte de pétri et on regarde. Okay. Mais c'est vachement intéressant aussi pour suivre l'évolution de cellules.
Typiquement, si tu veux voir comment des cellules grandissent, évoluent, etc., tu les mets dans une boîte de pétri, tu mets ce système en dessous, et une fois que tu as repéré où est-ce qu'il est l'oignon, tu peux regarder comment est-ce qu'il évolue, comment est-ce qu'il bouge en fait. J'ai Donc ouais, en biologie, voilà. une dernière question, après promis, je laisse la parole. Est-ce que c'est récent, est-ce que ça serait faisable d'embarquer un GPS sur le robot Un ou même- GPS. Qu'est-ce que Non, tu je entends sais par là? pas. Mais ce dont je parle, c'est d'émettre une onde qui se ferait simplement, ça rentrerait en résonance, ça va se faire renvoyer, ou alors il y a les robots qui sont en un élément qui n'est pas dans la cellule, qui a une raie d'absorption particulière, et du coup derrière tu vas pouvoir voir de l'émission, etc. Et du coup, en ayant 2 détecteurs, pouvoir essayer de repérer la position des robots en fonction de la réémission de l'onde. Est-ce que ça serait jouable? Il n'y a pas besoin de ça. C'est ce que tu présentes, c'est le système d'interférométrie où tu as une référence. Ouais. J'ai l'impression où tu as une onde de référence en fait, et tu as une autre onde qui va taper ce robot ou n'importe quel objet. Et toi, tu vas mesurer cette différence entre cette onde de référence et cette onde qui va taper le robot. Et comme ça, tu vas pouvoir remonter à la position. Quelque chose comme ça en fait. Ouais. Ouais, ça s'appelle un Michelson. Voilà. On sait très bien le faire, mais on sait très bien le faire seulement dans une seule direction. Donc pouvoir faire ça dans mon but, comme tu l'as entendu à la fin, c'est de faire ça dans les 6 directions. Et plaquer 6 sources laser, etc., tout ça, ça fait un montage ignoble. Et le but de la recherche, c'est de faire quelque chose de compact. Voilà. Alors, je connais le Michelson, sauf que là, ce dont je parlais, c'était plus une question de triangularisation. Triangularisation et interférométrie. C'est complètement dégueulasse. Par exemple, pour faire des mesures atmosphériques, il est possible d'utiliser ce qu'on appelle un LIDAR. Oui. Mettre un pulse laser, et ensuite, en fonction de ce qui revient, tu peux retrouver la composition de l'atmosphère. Là, l'idée, c'est que tu vas émettre, ce à quoi je pensais, tu vas émettre un pulse en 3D et pas sur une dimension, pour pouvoir ensuite, sur ton onde sphérique, tu vas regarder ce qui va revenir, et du coup, tu as besoin de 2 détecteurs pour essayer de triangulariser. Ah ouais, je vois, c'est ce qu'ils font en mécanique, où ils envoient justement 3 sources laser pour trianguler, par exemple, quand ils font des essais en vibration, ils font vibrer une pièce, et oui, c'est exactement ça, ils vont trianguler cette position du truc qui bouge, et comme ça remonter, etc., à la position. Ouais, c'est envisageable ça, mais c'est pas assez précis. Ok. Comprends. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Et puis, en tout cas, c'est super intéressant comme approche. Il y a d'autres recherches qui se font dans le milieu micrométrique avec ce que tu décris en fait comme approche. Okay. Bah écoute, plein de courage pour la suite. Merci Horizon et merci André. On continue avec, je pense, Maëldoun. Et bonsoir et merci beaucoup pour ta présentation qui était très très intéressante. Alors j'ai quelques questions. Je pense que je vais commencer par déjà en fonction de la réponse que tu donneras à ma première, peut-être que ça annulera les autres. donc je vais déjà donner la première question. Il me semble que tu as mentionné à un moment du coup que en fait il y a une certaine mesure. En fait, les modèles que tu utilises en fait ont une certaine imprécision derrière. En tout cas, sont pas complètement certains. Est-ce que du coup, tu utilises une certaine mesure probabilistique en fait pour savoir à peu près à quel point est-ce que tu es dans les environs, de genre à quel endroit le robot se trouve véritablement par rapport à ce que ton modèle prédit en fait, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui essaye d'être vraiment déterministe malgré l'imprécision du modèle? Ouais, alors mon approche c'est d'être très déterministe et d'avoir vachement confiance en ce modèle. Mais il y en a d'autres qui le font, et justement sur cette diapo, en bas à droite, c'est ce qu'ils font. Voilà, et ça marche comme ça marche. Eux, je crois qu'ils ont 10 micromètres de précision. C'était en 2013, donc ça date d'il y a 6 ans. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait depuis, ils ont pas republié. Peut-être qu'ils ont avancé, mais oui, eux, ils font un petit peu cette mesure plus probabilistique de position du type, comme on voit. Mais non, nous, on essaye de calquer des modèles qui soient super précis et en lesquels on a une confiance absolue, ce qui devrait nous effrayer, dire ça comme ça. Et c'est pour ça aussi que là, en ce moment, on travaille en collaboration avec un de métrologie pour voir si
on peut vraiment avoir autant confiance que ça en nos modèles. Voilà. D'accord. Bah, du coup, ça amène à ma deuxième question. Est-ce que du coup, on peut pas coupler les deux approches parce que finalement, tu essayes de développer un modèle qui est le plus précis possible, mais tu peux toujours dire, par exemple, que malgré la précision de ton modèle, tu as une minuscule part d'indécision que tu peux décider. Et par exemple, en plaçant, je sais pas si ça, par contre, c'est réalisable, mais en plaçant un deuxième capteur, tu pourrais, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure sur le chat, je sais pas si tu as vu de Kalman Filter, mais il y aurait potentiellement possibilité d'utiliser par exemple, les résultats de deux capteurs différents pour pouvoir ensuite réduire l'indécision sur chacun des capteurs et dire, bon, bah voilà, chacun des capteurs prédit quelque chose qui est à peu près dans cette bande-là. Et donc, du coup, en utilisant la donnée des deux, tu peux combiner les deux avec un Kalman filter. Du coup, c'est le principe même de Oui, l'existence. le Kalman, oui, le fameux, hein, c'est oui. Ouais, voilà. C'est pas bête, ça, ouais. C'est vrai que ça serait pas bête comme approche. C'est pas délirant. Mais je pense que il me reste 2 ans là, c'est pas facile, voilà. Mais ouais, c'est vraiment pas bête comme truc. À voir si c'est développé dans le futur, de lier ces deux approches pour avoir quelque chose d'encore plus précis. Ouais, c'est quelque chose qui est jouable. De toute façon, en micro-robotique, étant donné que c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau, ça a quelques dizaines d'années. Alors quelques dizaines d'années, ça paraît déjà, on dit 20 ans, 30 ans, qu'on voit des trucs au micro, etc. Ça paraît loin, mais à côté de la mécanique de Newton, on fait pas le figure quand même. Les automaticiens, avec notre discipline qui est toute nouvelle, à côté, les mécaniciens, ils nous regardent vraiment de haut, et il y a vraiment plein de choses, plein d'approches, plein de trucs à tenter, et je pense que c'est pas bête, ouais, comme truc. Bah, pour un postdoc, peut-être. Ouais, mais non, la recherche, c'est difficile. Mais ouais, pourquoi pas, ouais. Ok, bah merci beaucoup. Merci Maëldoun. Je crois que c'était d'abord Pantard, si tu as ta question. Oui. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'aurais quelques questions, un peu comme ce un peu que Maël. C'est tout ce qui va concerner en fait la calibration de tes moyens. Parce que j'imagine que déjà, quand on commence à taper le micromètre, c'est assez compliqué d'avoir des mesures fiables. Et c'est surtout, c'est difficile de mesurer un micromètre si par exemple ton moyen de mesure il a déjà un défaut de l'ordre du micromètre. Donc est-ce que d'une part vous avez un moyen de quantifier les défauts sur le pattern que vous filmez? Et ensuite, est-ce qu'il y a besoin d'une calibration de la caméra du microscope, je sais pas, à considérer que les pixels sont légèrement décalés ou autre? Est-ce que vous avez une méthode pour quantifier ça en fait? Ouais, avec par exemple le flux bougé ou des trucs comme ça qui peuvent intervenir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En l'état, non. Et c'est pour ça qu'on travaille avec un laboratoire de métrologie. On a commencé il n'y a pas très longtemps à travailler avec eux. Et le but, c'est de voir parce que bon, calibration, c'est un mot que j'aime pas. On dit étalonnage en français. Ok. Voilà. Mais oui, quelle confiance on peut avoir dans cette mesure en fait? À quel moment on peut se dire, ok, notre machin il mesure 1 nanomètre, j'en suis certain. Est-ce que c'est pas du bruit qu'on mesure? C'est ça ta question en fait. Ouais. Et puis est-ce qu'on peut avoir confiance en effet aux actionneurs, aux autres capteurs qui nous servent de référence? C'est des questions auxquelles on n'a pas encore les réponses, hélas. Et ouais, c'est assez nouveau quand même comme thème. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de s'entourer un petit peu des métrologues, en l'occurrence, avec lesquels on va essayer de travailler pour voir tout ce qui peut influencer notre système, notre mesure. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est en voie de développement. Oui, Et j'avais complètement validé. une deuxième question moins scientifique, mais du coup, c'est ton laboratoire, vu que c'est de la micromécanique, est-ce que ça a un rapport avec l'ENSEM? Enfin, l'ENSME, on va dire. Oh, bah oui. Oui, j'ai fait l'ENSEM j'ai fait l'ENSEM D'accord. avant de faire ma thèse à Besançon, enfin à FEMTO. Ouais, parfaitement. C'est en fait FEMTO ST et dans le même bâtiment que l'ENSEM. Pour venir à l'ENSEM, c'est vachement bien comme école d'ingé. C'est ça. Donc du coup, ENSEM, en fait, les 2 M, c'est pour micromécanique, juste pour expliquer. Mais ouais, ils font des trucs vraiment sympas. Enfin, j'ai pas mal de potes là-bas, ouais. Ils font des trucs vraiment marrants. Merci beaucoup pour tes réponses et merci pour la présentation.
Merci Panta. Effectivement, on n'en a pas parlé, on n'a pas fait tout ton CV, mais tu sortais effectivement de l'ENS Ah oui, parce qu'il est trop long, mon MM. CV. Voilà, et effectivement, on n'en avait pas parlé lors de ta présentation. Je passe la parole à Ethan. Yep, merci pour ta présentation. Moi, j'avais une question qui viserait plus le futur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on serait capable de déplacer aussi précisément des pinces, des robots, etc., est-ce qu'avec le futur, il serait possible de pouvoir aller manipuler, atomiquement parlant, un atome grâce à ta méthode de déplacement? Oui et non. Positionner le bitonio qui va aller manipuler l'atome, oui, ça du coup on va pouvoir le faire. Fabriquer le bitonio qui va permettre d'aller manipuler de façon atomique, ça c'est plus compliqué parce que ouais, c'est quand même pas simple de faire des petites pinces atomiques. Enfin, ça, mais ouais, c'est quelque chose qui sera réalisable du coup avec ces recherches. C'est-à-dire que placer en l'état cette espèce de pattern sur la pince, enfin sur le bout de la pince, ça va pas être possible. Par contre, cette pince, elle a un début, elle a une fin. Et placer ça au début, en négligeant, ouais, c'est ça, c'est le problème, c'est en négligeant. Et c'est là tout le problème en fait de cette thèse, c'est que j'ai l'impression qu'on néglige quand même pas mal de choses qui font que si on ne les négligeait pas, on pourrait avoir quelque chose d'encore plus précis. Mais bon, bref, peu importe. En plaçant ce petit pattern en haut de la pince, on pourrait repérer le bout, le end effector, comme on l'appelle, oui, de façon atomique. Ouais, c'est jouable. Ok, alors est-ce que du coup, à terme, il serait possible de créer une nuée de micro-robots, de micro-robots qui font partie d'un plus gros robot, qui serait capable d'aller déplacer des particules genre par exemple je sais pas, dans un réacteur nucléaire qui a pété, si on fout ça, enfin si on fout ce genre de petit robot dans une centrale comme Fukushima ou autre, qui pourrait aller jusqu'à nettoyer à la particule près les particules radioactives, qui pourraient se débarrasser de tout ça, où les capteurs sont beaucoup trop gros, qui fait que dans tous les cas on n'aurait pas de robots. Enfin, ça serait pas efficace. Ouais, non. Le problème en fait, c'est au-delà de la partie, il y a la partie actionnement quand même, et la partie aussi, entre guillemets, intelligence. C'est-à-dire que si ces petits robots-là, ils se déplacent, etc., très bien, mais comment ils font pour être indépendants? Comment tu les contrôles? Comment tu contrôles quelque chose qui fait du coup quelques micromètres et qui est super loin et qui peut, en plus de se déplacer, effectuer des actions comme sélectionner un objet, sélectionner un atome, le prendre, l'amener quelque part. Et ça, surtout s'il y en a plein, c'est encore plus compliqué, je pense. Dans le futur, peut-être, pourquoi pas, mais en l'état, c'est pas facile. Et pour l'instant, les seuls robots qu'on arrive à faire qui peuvent se déplacer de façon indépendante et où ils sont plusieurs, en fait, ils font quelque chose comme 1 centimètre de diamètre, à peu près. Parce que il y a aussi la partie processeur du robot à prendre en compte. Donc certes, on peut le déporter, mais si on le déporte, à ce moment-là, il faut contrôler. Et on a aussi la partie réception qui va intervenir. Et du coup, tout ça, il faut quand même un petit bout de processeur. Et ça, c'est pas facile à mettre en place sur des choses micrométriques. Voilà. Donc peut-être dans 20 ans, ouais, peut-être dans le futur. J'ai pas de réponse claire, je suis désolé. Pas de souci. Merci. Merci Ethan. Maël, tu voulais poser une question? Reposer une question. Ah non, désolé, j'ai oublié de me remute, désolé. D'accord. Eh ben, tu vas reposer une question quand même, Maël. Voilà, hein, ça t'apprendra à oublier de te remute. Vous n'avez plus de questions pour André, là? Moi, ça me paraît... Si. Ah, il y a Tofu. Il y a Tofu. Non, il y a Trif. Trif est-tu là? Mais il ne peut pas prendre la parole car... Ah, Trif est là. Alors, Trif, pourquoi? C'est quelqu'un que tu connais? Parce qu'il n'a pas écrit non plus. Non, du tout. Il m'a envoyé un petit message. Ah, il t'a envoyé un message en privé? D'accord. J'ai une question, mais je peux pas me démute. Du coup, d'accord. Eh ben, écoute, je t'en prie, lis sa question. On va lire ça plutôt. Si tu peux l'écrire, il n'y a pas de souci.
Tu veux écrire ta question directement dans Questions, il y a un petit serveur à côté, et je me ferai un plaisir de la lire si tu souhaites. Sinon, je laisse André le faire sans aucun souci. Ah, pas facile de lire quand même. Non, bah du coup, Tofu en attendant sinon. Je sais pas si Tofu... Oui, si tu avais une question, Tofu, je t'en prie. En fait, c'était plus qu'une question, c'était plus pour rajouter par rapport à Ethan sur la partie radioactivité et traitement de la radioactivité. Si on en est au point de traiter les atomes radioactifs, finalement, on est sur des doses, des débits de doses qui sont vraiment très inférieurs, et donc c'est pas forcément une utilisation des robots qui serait les plus utiles en fait. Et pertinente, d'accord. Et pertinente, ouais, c'est ça. C'est plus pour rajouter un petit point sur cette partie-là, qui est très intéressante d'ailleurs, hein, le démantèlement et l'assainissement des sols, enfin des endroits radioactifs. Mais ouais, sinon, oui, ça m'a posé une autre question, c'est sur la production de ces robots, tu as dit, de tout ce qui est actionneur nanométrique ou autres robots de ce style. Du coup, si tu dis que c'est compliqué de le faire avec ce que tu fais actuellement, comment est-ce qu'on peut les produire? Comment ça, comment est-ce qu'on peut produire quoi Des robots nanométriques, justement, ce qui pourrait, ce dont on parlait plus précédemment. Façon Big Hero 6. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. Alors là, ça, c'est une grande question et c'est pas pour rien qu'il y a une blinde de recherche là-dessus et que les plus grands instituts se frottent à la question. C'est vraiment une question très épineuse et très difficile avec plein d'approches possibles. Il y a un truc qui est possible et qui se fait bien, c'est contrôler en fait via un champ magnétique des micro-robots. Donc tu mets, par exemple, vous voyez tous à quoi ça ressemble un spermatozoïde. Ok, c'est pas compliqué. C'est constitué d'un corps et d'un flagelle. C'est un flagelle, je crois. Et donc en fait, si on met un petit aimant sur la tête de cette espèce de spermatozoïde et qu'on laisse la flagelle dans un matériau type du verre ou je sais pas, ou n'importe quoi en fait, et qu'on met quelque chose de compliant, donc qui peut se déformer à la jonction entre cette espèce de flagelle et le corps, qui est un aimant, et qu'on met un champ magnétique autour, et que le champ magnétique il tourne, à ce moment-là, on va pouvoir le faire avancer, reculer, enfin, on va pouvoir tout simplement déplacer ce micro-robot. Et oui, ça s'appelle un robot, même s'il n'y a pas de processeur qui est intégré au robot, en fait. C'est un robot parce que c'est quelque chose d'artificiel qui se meut. C'est pour ça que c'est un robot. Donc ça, c'est aussi des recherches qui sont pas mal en cours. Par exemple, pour simplement déposer des médicaments ou des substances à un endroit très précis du corps, en mettant quelque chose qui fait 1 millimètre à peu près, justement un espèce de spermatozoïde qui fait 1 millimètre. Tu mets ça sous une espèce d'IRM tu contrôles le champ magnétique et à ce moment-là, tu peux déplacer ton robot dans les veines, les artères, etc. et le faire aller où tu veux. Voilà. C'est à peu près ce qu'on sait faire aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est une bonne réponse. De toute façon, on est sur, comme tu disais précédemment, on est sur quelque chose d'assez nouveau. Donc, à un moment, ça devient compliqué de se projeter trop précisément dans le futur. Mais non, c'est une très bonne réponse. Je te remercie. Merci. Alors, oui, André, tu as la question de Patrick, mais elle est incomplète. Il dit je suis de mon côté sur du suivi de mouvement chat, donc macroscopique, donc, et il fait ça grâce à du big data, prédiction, etc. Et sa question est la suivante. Pourrait-on suivre ce que j'étudie avec la même approche, donc avec l'approche du big data, prédiction, etc., de mouvement? Oui et non, parce que le big data, c'est quand même compliqué à mettre en place. Ce qu'on mesure, je ne sais pas si c'est assez précis. Savoir, ce qu'on voit, c'est des pixels et je ne sais pas si c'est assez précis les pixels. Comme je vous l'ai montré, un pixel, c'est discret, c'est chiant. Nous, on veut des choses qui soient pas numériques, on veut des choses qui soient analogiques. Et est-ce qu'on pourrait, si la gestion de l'automatisation de mouvement pour connaître la position et rajouter de la précision, si on pouvait utiliser le big data et nos algorithmes
pour connaître la précision vachement plus précisément, oui et non, parce que ça implique de connaître vachement précisément où est-ce qu'on envoie ce robot. Et c'est là qu'est le problème aussi, c'est que justement, les capteurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi résolus, qui sont aussi précis que le nanomètre. Et c'est pour ça aussi qu'on ne sait pas trop si on mesure bien 1 nanomètre ou 2 nanomètres ou 5 nanomètres en fait. C'est parce que les capteurs qu'on a en référence, ils sont pas excellents. Donc si on nourrit notre algorithme avec des données qui sont pas tout à fait exactes, je sais pas si ça va fonctionner en fait comme algorithme et comme approche. Mais c'est quelque chose qui est assez intéressant, oui. Le big data en plus, c'est vachement à la mode, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais je pense pas que dans notre cas ça soit d'une grande aide. En tout cas, merci pour ta question. Merci pour ta question, Trif, effectivement. Alors, si on fait des nanorobots qui ont appris avec du deep learning comment se déplacer, est-ce qu'avec un robot qui analyse en deep learning et avec du big data les mouvements des nanorobots qu'on fait du deep learning, est-ce qu'on pourrait prédire la position en théorie des robots en fonction de la façon dont les robots du deep learning ont appris à se déplacer? Voilà. C'est un peu tout le bordel en ce moment, vu que tout le monde en fait. Ouais, c'est ce que je disais, c'est oui et non. Ton capteur. C'était pas une vraie question, tu sais. Hein. Oui, bon, du coup, on va passer parce que j'ai pas non plus beaucoup de réponses. Mais mes compétences sont vraiment très limitées. Je sais pas ce que je fais en thèse. On va passer une question de Naroge en tout cas. Quelque chose de facile, SVP. J'ai une question qui est, je pense, plus basique. C'était pour la fabrication de tes mires, du coup. C'est toi qui les fais ou ça. On fait un masque et on fait quelque chose d'électrochimique, il me semble. Non, c'est deux. Alors, attends, comment on fait ça déjà? Comment on fait ça? Ou tu passes juste des commandes parce que je pense que tu bosses avec la salle blanche de Besançon aussi. Ouais, exactement. Mais je sais pas quel procédé ils utilisent pour la fabriquer. Moi, je la design, donc je leur donne le plan en fait, et eux ils la font. Et il me semble que c'est un dépôt. Ils font un dépôt d'aluminium sur une plaque de verre. Et ce dépôt d'aluminium, je sais pas trop avec quelle machine ils la réalisent. Et aussi, je sais pas trop comment c'est fait en pratique. Surtout que la salle blanche, pour moi, c'est quelque chose de très obscur. Même si c'est très lumineux parce que c'est une salle blanche, tu vois, et tout. Mais c'est obscur, parce que j'y ai jamais mis les pieds, tout simplement. Donc là, tu fais juste le masque et tu sais pas quelle technique ils utilisent. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'envoie, je reçois le produit. Alors, ouais, par contre, ça serait super intéressant que je sache quand même. Ouais, c'est vrai que tu pourrais le savoir, ça, quand même. Ok, bon. Mais non, j'ai pas la réponse, je suis désolé. Pas grave, merci. Photolithographie, yes, that's it. C'est ça, c'est exactement ça. Et Pangolin, bien vu, hein. Bien vu. Ouais, franchement, moi j'applaudis. Hein. Voilà. Bah voilà, et du coup, si tu veux expliquer comment, fais-toi plaisir en vrai, parce que moi c'est quelque chose que j'ai jamais appris. Hein. J'en avais fait un petit peu. Bon, c'est pas exactement la même technique que j'avais, mais c'était pour voir parce que on n'avait pas des trucs aussi précis. Voilà. Ok. Merci. Trompe pas, la photolithographie, c'est utilisé aussi pour faire les processeurs, quoi. Bah, en même temps, pour faire des trucs qui sont ridiculement petits. Qui sont très petits, donc c'est une technologie qui est maîtrisée justement déjà à l'échelle du nanomètre, en fait, vu que les processeurs, les impressions sont proches du nanomètre en ce moment, quoi. Ok, bah merci. Est-ce que l'on reviendrait pas sur Horizon? Il y avait Sam aussi. Exactement. Horizon, et tu étais avant qu'il pose sa question, donc je reviendrai après sur Sam dès que... C'est pour ça, je fais juste dans l'ordre dans lequel c'est arrivé. Alors, quelle gestion. J'avais une question, mais qui va rejoindre celle de Sam, qui lui parle du transport de charge par des robots. Moi, c'était sur la complexité des robots que tu appelais tout à l'heure des actionneurs. En fait, ces petits robots, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Est-ce qu'ils peuvent porter des charges? Est-ce qu'ils peuvent se déplacer? Comment ça marche? Est-ce que tu es plus capable ou pas? Ces micro-robots, lesquels? Ceux que j'utilise ou ceux... comment ça, lesquels? Les deux, je sais pas, comme tu le sens. Ceux que j'utilise, tout ce qu'ils font, c'est se déplacer dans un axe ou dans 3 axes. Ça dépend en fait desquels, mais c'est juste de les positionner dans le plan et tout ce qu'ils peuvent faire,
comme sur la diapo qu'il y a là, en fait. C'est des pointes. C'est exactement ça. Donc voilà, t'imagines bien qu'ils peuvent pas porter grand-chose, excepté déplacer, par exemple avec les micro-pinces qu'on arrive à réaliser, saisir des micro-objets et fabriquer notamment... Alors attends, hop. J'espère qu'elle est pas trop loin la diapo 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ça doit être la diapo 3 peut-être. Là, le truc il doit être au chou, je suis désolé. Voilà. Bah, par exemple, avec le genre de robot que je contrôle, on peut pas fabriquer, mais on peut assembler la fameuse micro-maison. Ok. Voilà. Et pour l'autre partie de la question tu disais sur les autres robots, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire, de porter, etc. Bah, après, Sam, lui, justement, mettait beaucoup plus demandait plus de détails sur la partie qui touche à la charge. Ah. Si tu veux, je te laisse lire la question. Ouais, je suis en train de lire la question, du coup. Je suis en train de lire la question. Prête oui ma voix. Pas sûr. Parce qu'il y a des gens, je pense, qui ne vont faire qu'écouter le replay, et donc si on leur lit pas la question, ils ne l'auront jamais. Sa question est, est-ce que ces robots peuvent transporter des charges et les déplacer dans le corps? Donc c'est vrai que ça rejoint parfaitement ce que tu disais juste avant. Quelle est la charge, donc leur poids-volume qui est maximal que le robot peut déplacer, prendre, etc., manipuler. Est-ce que cette charge ne risque pas d'affecter le positionnement du robot? J'ai envie de dire oui et non, c'est un truc qu'on n'a pas mesuré. Donc en l'état, c'est flou. C'est flou. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop si ça a une influence ou pas. Ce qu'on sait, c'est qu'une fois qu'on a positionné, on fait juste un asservissement. Une fois qu'on a chopé quelque chose, tu vois, si tu as chopé quelque chose qui est super lourd, tu vois, tu prends, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a de lourd sous la main? Un four. T'as un four. Tu le prends dans tes mains. Toi, tu veux tu veux le prendre à hauteur de toi. Sauf que c'est lourd, donc tes mains, au préalable, tu les positionnes vers ton torse, tu récupères ton truc, et après, si jamais on te pose une tasse à café ou une pinte de bière vachement lourde, bah, ça va être encore plus lourd. Du coup, toi, tu vas t'affaisser. Mais sauf que comme tu as des capteurs, etc., tu es bien référencé, tu vas réajuster. Et à ce moment-là, tu vas te repositionner. Et c'est pareil avec les charges. Le rapport poids-charge, etc., tout ça, en fait, une fois qu'on a chopé l'objet, ce qu'on veut, etc., entre guillemets, peu importe son poids, puisque une fois qu'on connaît sa position, on peut faire un asservissement et dire ok, t'es pas à ce point-là, moi je veux que tu sois à ce point-là. Ah, c'est trop lourd, bah tu rajoutes un petit peu de force, etc. Et au niveau poids maximal, ça j'ai vraiment pas la réponse par contre. Ah. J'espère que j'ai répondu à peu près précisément. Merci pour ta réponse. Bon, voilà, il a l'air de te remercier, donc ça a l'air d'aller. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment ton domaine. Toi, tu as vraiment travaillé. C'est ce qu'on expliquait, en fait, on va peut-être le préciser, c'est qu'on parlait de ça juste avant. C'est peut-être de cette frustration aussi en sciences de ne mettre qu'une toute petite brique dans un domaine gigantesque qui sont les nanotechnologies, et en particulier les nanorobots et la détection de nanorobots, qui est vraiment ton sujet précis. Et toi, quasiment, c'est de travailler sur le pattern idéal pour faire de la détection rapide avec une caméra. Et donc, tu peux pas maîtriser forcément tous les sujets qui vont concerner les nanotechnologies parce que c'est un domaine où il y a des milliers de chercheurs en ce moment à travailler et que ta pierre à l'édifice pour l'instant c'est déjà d'essayer de les voir et de les repérer, d'être sûr à 100% de là où ils sont, quoi. Ouais, parfaitement, c'est exactement ça, quoi. Et du coup, je suis désolé, mais j'ai envie de rajouter une couche, mais du coup, en termes d'asservissement, j'imagine que donc il y a des robots qui ont capacité à capter le signal de l'utilisateur, pas quelque chose qui a été précodé dans le robot. Donc l'utilisateur peut lui dire tu te déplaces dans cette direction du temps. Mais c'est quoi la précision justement de la précision de ce temps? Comment ça? Bah, t'envoies ta précision exacte, tu lui dis moi je veux être à 12,8 nanomètres. Paf. Et ok, lui il va se déplacer. Il va aller à 13,2 nanomètres. Là, à ce moment-là, tu vas réajuster. Tu vas dire, Coco, t'es allé trop loin. Tu vas tomber à 12,7 nanomètres. Presque, pas assez. Et là, tu vas tomber à 12,8. C'est ça l'asservissement. C'est ça ta question? Ma question, c'était surtout, est-ce que tu étais une précision de l'ordre du nanomètre, du micromètre, de l'année-lumière, ou que sais-je? Ben, justement, là, c'est là qu'est tout le problème, en fait. C'est que les capteurs qu'on utilise,
C'est des capteurs qui sont peut-être pas assez précis. Les vendeurs nous vendent des capteurs qui sont précis au nanomètre, mais sous vraiment certaines conditions, des conditions qu'on ne réunit peut-être pas, ou plein de choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien s'assurer que la position qu'on envoie et le capteur, déjà le capteur du robot, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est OK? Et nous, derrière, ce qu'on mesure, est-ce que ça colle avec ce capteur? Et comment on sait que c'est mieux que le capteur du robot? C'est ça aussi le problème. C'est pour ça qu'au final, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on mesure? Oui, on est assez sûr quand même grâce aux méthodes, etc. Mais comment on peut affirmer à 100%, ok, c'est moi, ma méthode toute nouvelle qui a raison, et pas le capteur du robot qui a été développé, etc. Tout ça. C'est un petit peu gênant peut-être presque. Sauf si tu te débrouilles pour que le robot aille à un endroit où tu es sûr qu'il ira, sûr et certain à 100%. Genre, il y a un aimant, il y a une pointe magnétique, et le robot ira vers la pointe magnétique. Et du coup, tu sais que si tu le détectes ailleurs, bah, tu t'es trompé. Ouais. C'est vrai que c'est pas bête, mais comment être sûr à 100% que c'est cet endroit-là où ton robot est? Et quand on titille le nanomètre, et franchement, c'est super chiant, c'est horrible, c'est insupportable. Le nanomètre, c'est tu rentres dans la pièce, tu flingues tes mesures. Il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, tout simplement, il flingue les mesures. Déjà avec le courant d'air, avec ses pas et les vibrations, avec aussi sa voix si jamais il parle, ça flingue toutes les mesures. C'est hallucinant. Il faut être dans un environnement tellement confiné, etc. Un nanomètre, c'est chiant à mesurer, c'est chiant. Parce que la méthode, peut-être qu'elle est super précise, ok, mais si on veut pas avoir trop de bruit, il faut se mettre dans les bonnes conditions, dans le bon environnement de travail. Et ça, c'est quelque chose qui manque aussi. Mais ça, on en a conscience et on sait comment régler ça. Donc déjà, c'est un point de progrès. C'est genre, on avance. Voilà. Ok. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Ethan, tu voulais reposer une question? Ouais, j'ai une autre question qui serait un peu plus technique. C'est est-ce que il serait pas possible pour localiser ces robots, enfin pour localiser en tout cas le mouvement des pinces et donc le placement de la pince en fait, ça serait pas possible de fixer un isotope sur cette pince qui serait beaucoup plus détectable plus facilement qu'avec une caméra? Ouais, c'est pas bête ça. C'est pas bête ça. Il y a des choses qui se font aussi, mais c'est des choses qui restent des mesures qui restent pixéliques. Donc comme ce que je vous ai présenté avec les choses où on regarde, on compare, on essaye d'ajuster, de faire des moyennes, etc. Et où on a des mesures qui sont encore très numériques. Mais il y a pas mal de recherches qui se font sur des cellules, par exemple, qui sont fluorescentes ou des choses comme ça, qui sont un peu plus facilement détectables. Là-dessus, il y a tout un pan de recherche. Parce que ça concerne de façon intrinsèque où tu mets des capteurs justement sur tes organismes, tes cellules, etc. Et comme ça, tu les détectes mieux. Et la fluorescence, c'est une bonne réponse déjà. Enfin, ça semble être une bonne réponse. Dans l'état de l'art, ça semble être quelque chose de correct. Voilà. Mais je parlais pas forcément d'un isotope fluorescent, parce que j'imagine par exemple si on plaçait sur les pinces, ou si les bouts des pinces étaient par exemple possédaient chacune un atome par exemple de césium, on pourrait le détecter atomiquement en fait. On pourrait détecter la position de la pince atomiquement. Et ça serait pas plus simple que de filmer, en déduire, faire des calculs, etc. Est-ce que c'est vraiment plus simple de poser ton détecteur de césium ou de poser une caméra? Parce que en fait, j'ai vu hier une vidéo de Mamie Twink qui revenait de Tchernobyl en fait et qui passait dans un scanner pour vérifier qu'ils n'avaient pas inhalé de particules de césium 135 justement. Et que justement cette machine en fait a été capable de détecter un atome. Juste un atome de césium, a priori cette machine était capable de la détecter. Et du coup je me dis mais ça, pour pouvoir faire du déplacement micro voire nanométrique avec ce genre d'appareil, ça serait l'idée me semble beaucoup plus ouais, c'est vrai que c'est très pertinent. Beaucoup plus pratique. J'en parlerai à mes encadrants. C'est une super bonne idée.
Je te citerai même. C'est une Non, bonne non, idée. non, Alors non, après, il y a toute la mais partie enfin, détection en fait de ce césium qui n'a pas l'air évidente quand même. Je sais pas trop quelle taille fait la machine en l'occurrence. Mais nous, on essaye d'avoir quelque chose qui est assez compact, qui est voire même embarquable. Et c'est vrai que c'est peut-être problématique. Alors c'est vrai que si tu poses en l'état, si tu poses un atome de césium, ouais, c'est ça, un atome de césium du coup sur ton robot, et comme ça que tu peux le détecter, c'est vrai que tu vas être super précis. Ouais. parce que moi, il me semble bien. Enfin, alors après, dans la vidéo, en l'occurrence, leur détecteur, bon, il est fait pour scanner un homme, donc ça ressemble. Ça fait la moitié d'un IRM, le truc. Ouais, mais jusqu'où tu peux pousser le vis pour le miniaturiser? La question. C'est ça, la question c'est aussi, ça, c'est vrai. voilà. Exact. Pas bête, hein, Mais ceci dit, on sait plus ou moins bien, enfin, même un, comment ça s'appelle, les détecteurs de radiation. Un Oui. compteur GGR. Oui, exact. Non, pas un compteur GR. Non. Tofu, aide-moi. Un dosimètre? Enfin, un Un dosimètre, c'est une dosimètre. détecteur. Oui, mais Ah. c'est plus ou moins précis un dosimètre. Oui, c'est sûr. Mais enfin, ça reste super. Enfin, ça reste plus petit qu'un compteur GGR en soi. Et enfin, en tout cas, dans mon idée, enfin, ça serait tellement plus pratique de déplacer un micro-robot, voire un nano-robot à coup d'atomes de césium, quoi. Enfin, je pense peut-être que ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est vraiment super pertinent comme truc. Et c'est pour ça que j'adore aussi ce concept. Parce que vous avez tous des différents, des recherches différentes, des compétences différentes, etc. Et ça permet aussi de faire avancer un peu façon brainstorming presque, hein, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est super pas bête comme approche. Hein. Après, oui, en effet, avoir là, la machine elle est faite pour se placer sur un homme, donc évidemment qu'elle est immense, c'est normal, quoi. Mais en soi, le capteur, il fait quelle taille? C'est ça la question, quoi. Et jusqu'où on peut pousser la taille de ce capteur-là? Et à quelle distance il faut qu'elle soit du robot? Et ouais, il y a pas mal de questions. Mais il y a aussi peut-être pas mal de réponses à apporter en recherche. Donc ouais, c'est une piste à explorer. C'est ce que j'aime bien dans la recherche aussi. Tofu, tu parfait. voulais peut-être parler de ça, je sais pas du tout en fait. Tu t'es démuté et peut-être que c'était pour amener des précisions sur ces capteurs, parce que je voyais aussi que Panta disait qu'il y a une différence entre détecter la présence d'un atome et détecter sa position, effectivement. Je sais pas si c'était là-dessus que tu voulais rebondir. Entre autres, sur le fait aussi que quand on détecte du césium ou ce genre de choses, ce qu'on détecte, c'est plus les descendants du césium lors de par la radioactivité. Et le truc, c'est que si tu as peu de césium, donc tu vas avoir peu de descendants qui vont prendre un peu de temps à arriver, et surtout, au bout d'un moment, tu n'auras plus de signal. Donc la question, si on est sur des tailles atomiques, malheureusement, ton césium, ça va être difficile de choper. Je ne sais pas si c'est du bêta plus ou du bêta moins, mais ça va être difficile de repérer tout ça précisément. Non. Ouais, mais après j'ai dit césium, mais quand je parle quand j'ai dit césium, c'était pour donner un exemple. Oui. Je pense que ça pourrait être n'importe quel autre isotope qui est facilement détectable, enfin ou du moins plus ou moins facilement détectable, et qui soit peut-être un peu moins toxique que le césium, même si c'est qu'un atome de césium, ça reste toxique. Mais il y a une multitude d'isotopes. Le césium, c'était juste un exemple. Oui, mais en fait, ma réponse, c'était pas tant sur. Justement, j'ai pris un exemple en tant que tel. Un atome de césium, c'est pas si toxique que ça pour un homme. Hein. On reste quand même assez bas dans la gamme. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que n'importe quel atome ce que tu repères, c'est la radioactivité. Donc, ce que tu repères, c'est des atomes qui se dégradent en leurs isotopes, en l'atome du dessous ou quoi que ce soit par du bêta plus et du bêta moins, des rayonnements gamma, etc. Le seul truc, c'est que, comme je dis, tu vas finir sur un truc stable. Et quand tu es atomique, c'est des très faibles radioactivités de 1. Et de 2, tu vas te retrouver à un moment où tu n'auras plus de signal. Et c'est ça la question, c'est que est-ce que c'est des robots qu'on utilise beaucoup? Est-ce que... il y a tout un tas de questions, je n'ai pas vraiment de réponse, mais j'émets juste un doute sur l'utilité vraiment de ce système. Mais un doute sur le côté on détecte un atome. Ça sonne un peu trop argument de vendeur de détecteur. Ouais, c'est ça, c'est détecter sa présence, mais détecter sa position. Et après, ce que tu as soulevé comme
comme remarque qui est super intéressante, c'est le rapport signal à bruit. Et ouais, c'est vrai que quand on approche de telles dimensions, on a un rapport qui est souvent défavorable. On a plus de bruit que de signal, quoi, souvent. Et c'est difficile d'isoler le signal par rapport au bruit de mesure. Ouais. Et juste, pour avoir déjà fait des mesures, moi, c'était pas tant en distance, en précision spatiale que je raisonnais, c'était plus que moi, je mesurais des phénomènes de l'ordre de la nanoseconde, des phénomènes très courts. Et en fait, le problème, pour revenir au problème vite fait de l'atome, c'est pas tant que mesurer quelque chose, sa présence, c'est faisable, c'est assez souvent faisable. Mais savoir où il est exactement, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et moi, par exemple, sur mon appareil de mesure, j'arrivais souvent à voir qu'il y avait un événement qui apparaissait. Par contre, le positionner en temps précisément, c'était extrêmement difficile, en fait. On peut un peu conclure sur le fait que ce genre de questions, on est vraiment à la lisière de la connaissance. Et donc c'est encore compliqué de répondre, nous, avec nos thèses en synthèse, sur ce genre de choses qui sont sans doute de futurs projets de thèse, qui sait. Ouais, c'est ça qui est bien aussi avec la recherche dans ce genre de domaine, c'est que c'est très novateur. Et on est très loin d'avoir fait tout le tour. Il y a plein de choses à faire, plein d'approches différentes, plein de techniques différentes. On peut imaginer plein de choses, coupler plein de domaines différents pour arriver à notre but ou à un but fixé en fait. Et c'est ça qui est intéressant et qui est stimulant aussi avec la recherche. C'est que tu as une idée, si jamais tu peux la mettre sur le papier, si jamais tu as le financement aussi pour la mettre sur le papier, c'est vrai que là, Tofu, tu disais là dans le chat là, sur l'ANR, etc. Ouais, c'est ça, si tu as les moyens de le mettre sur le papier, c'est super intéressant. Ouais, c'est beau la recherche. Faites de la recherche. Merci beaucoup à tous. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais c'était passionnant ce soir. Je trouve que j'aime bien les sujets toujours un peu aussi à la limite de la SF. Ça fait toujours un petit peu rêver. On a toujours des questions un petit peu qui sont soulevées naturellement en fait et qui sont complètement normales en fait vis-à-vis de ce genre de recherche. Et on sent quand même qu'il y a un intérêt, en tout cas, et peut-être beaucoup de questions autour des nanotechnologies. Et si jamais on trouve des trucs cool en vidéo, quoi que ce soit, partagez, n'hésitez pas. Tu aussi mettras de toute façon dans le replay de YouTube tes sources, André. Donc si jamais tu as des choses pour aller plus loin, qui pourraient répondre aux éventuelles questions auxquelles on n'a pas abordé ce soir, ou des gens que tu nous reconseilles, eh bien ce sera très bienvenu. Ah, bien sûr, j'ai une flopée d'articles qui brossent un état de l'art bien complet. Là-dessus, oui. Et merci à Sam qui déjà nous envoie des vidéos, donc c'est fantastique. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à ce nouveau Ma thèse en synthèse. On se retrouve la semaine prochaine. Tu veux teaser c'est quoi, Tofu, la semaine prochaine ? Alors, la semaine prochaine, c'est donc la dernière thèse en synthèse de la saison. Ben oui, c'est pour ça. Fait par Chat, qui nous parlera d'analogie entre gravitation et acoustique avec écoulement. Normal, voilà, parce que c'est la magie de ma thèse en synthèse. De la physique assez brutale et des choses super intéressantes, j'en suis persuadé. Eh bien, moi aussi. Alors, je vois qu'il y a Rhythm qui est arrivé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de la musique dedans ? Pas encore. Au pire, je la mettrai, ne vous inquiétez pas, au montage. Merci à tous d'être venus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière thèse en synthèse de la saison. Allez, des bisous.